moi, data scientist qui travaille en finance, ce ne serait pas le même métier lorsque je vais travailler en marketing. Je vois les petites filles, je regarde, je fais, il n'y a pas d'autre modèle en fait. Et moi aujourd'hui, c'est mon rôle en fait, en tant que je suis data scientist, montrer aux autres une voie qui est différente de celle que les vendeuses de rêves des réseaux sociaux montrent. Donc, montrer notre voie. Travailler sur votre marque personnelle. Il faut que lorsque vous arrivez en entreprise, le recruteur dise je veux travailler avec Natacha, je veux travailler avec Rachel. Moi, une philosophie de vie que j'ai adoptée aujourd'hui, c'est échouer le plus rapidement possible. Elle me dit Natacha, devant le babillard, Natacha, comment le concours de Polytech est sorti? Comment c'est passé pour toi? Je lui ai dit, il y a tel qui a passé, tel autre. Et toi alors? Je ne sais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Alors aujourd'hui on va parler data et pour parler data aujourd'hui je suis avec Natacha. Natacha, peut-être tu peux te présenter auprès de nos invités. Bonjour Raph, merci encore pour l'invitation. J'adore ce type d'initiative, comme je te l'ai dit par message tout à l'heure. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Natacha Njongwa. J'ai 3 casquettes. Je suis consultante indépendante à mon propre compte Data Scientist. Je suis également créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn et YouTube, le point stat. Et en parallèle, je fais également des formations. J'enseigne à l'ENSAI, qui est une école d'ingénieurs en data science ici en France. Et je crée également des formations avec mes partenaires sur les réseaux sociaux. Donc voilà à peu près qui est Natacha Njongwa. Ouais, on voit déjà à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses sur Natacha à dire. Mais tout tourne autour de la data dans ton profil très globalement, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Et on rappelle que Natacha a atteint, je pense que tu as atteint les 30 000 abonnés récemment sur LinkedIn, non? Ouais, en fait sur LinkedIn, c'est 30 000 personnes qui suivent mes posts quotidiens. Et sur YouTube, c'est 13 000 personnes à peu près. Ouais. Voilà. Une grosse communauté. Bon, une grosse communauté, oui, effectivement, on essaye. Mon rôle vraiment, j'ai à cœur de vulgariser au maximum les métiers du monde de la data, parce qu'il n'y a pas énormément de contenu francophone sur ces sujets-là. C'est vrai. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis aussi active sur la réseau. Non mais c'est bien, le partage d'informations, c'est aussi ce qu'on essaie de faire sur Au-delà des frontières. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, j'aime beaucoup votre initiative, le fait justement de mettre en avant ces profils, comme moi, je suis d'origine du Cameroun, qui viennent en France pour pouvoir impacter, et ça franchement c'est génial. Ouais. Super. Justement, tu le dis, tu viens du Cameroun. C'est quoi ton parcours justement pour arriver en France? Comment ça s'est passé? En fait, à la base, j'ai fait le lycée de Mindon. C'est l'un des lycées du Cameroun, Bac C. C'est qu'en terminale C, en général, le rêve, c'est de faire Polytech. Je sais pas si tu as fait terminale C. Ouais, j'ai fait terminale C également. Donc, genre, moi, j'ai fait terminale C en 2012 et mon rêve, c'était ça, faire Polytech. Et à l'époque, j'avais plutôt des notes, plutôt de bonnes notes à l'école. Il y avait 15 de moyenne au bac. Donc, je me disais, à Polytech, bon, ça va. Tu t'es dit, c'est accessible. C'est accessible, c'est bon. Donc, j'ai bossé comme une malade pour avoir Polytech. Et là, je m'en vais au Babilla le jour des résultats du concours. Ouais. Je regarde la liste, je vois le nom de mes amis, Stéphanie, Waché, Simeko. On les salue. En fait, je vois le nom de tout le monde. Et il y a une de mes amis, je te raconte l'anecdote, il y a une de mes amies qui s'appelle Lario qui m'appelle. Elle me dit, Natacha, devant le Babilla, Natacha, comment le concours de Polytech est sorti? Comment c'est passé pour toi? Je lui ai dit, il y a tel qui a passé, tel autre. Je cite tous les 6 mes 6 camarades qui ont passé. Et toi alors? Je ne sais pas. Et là, tout le monde s'est mis à rigoler autour de moi. Ah ouais. Tout le monde, moi, je ne savais pas encore que je n'avais pas eu le concours. Et là, je quitte la liste par ordre de mérite. Il y a eu 200 plus les personnes sur la liste d'attente là. Je pars par ordre alphabétique. Je regarde N, NO, NJ, je ne vois pas. Là, tu dis bon, ok. Bon, c'est où je comprends que je n'ai pas eu le concours. Donc voilà, donc c'était ça à peu près mon histoire. Donc j'ai pas eu le concours. Après ça, je suis allée faire les classes scientifiques de l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc c'est une période où on te prépare en fait à faire des grands concours du Cameroun. Pendant combien de temps? C'est 1 an. D'accord. Donc pendant 9 mois à fond, tu te concentres sur la préparation des concours. Et à l'école normale, il y avait une de mes amies qui s'appelle Bénédicte. On avait fait Polytech ensemble à Intelligentsia. Et elle rêvait de faire lycéa. Moi, je ne savais pas c'était quoi lycéa. On était assis ensemble. Elle rêvait de faire lycéa. Elle me parle de lycéa. Je me rends compte que c'est une école, il y a la bourse. On fait les stats. Moi, j'aimais beaucoup l'informatique à la base. C'est pour ça que je voulais faire Polytech. D'accord. Et je vois qu'à lycéa, on fait statistiques. Il n'y a pas d'informatique. J'aimais pas trop l'informatique. Et en plus, il y a la bourse. Tu es payé pour fréquenter. Bah, c'est comme ça aussi que je commence à m'intéresser au sujet. Tu dis ouais, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Je prépare le concours de lycée et je réussis le concours. Donc c'est une école de statistique. C'est comme ça que je me retrouve dans le monde de la data. C'était en tant que statisticienne. Donc je fais 4 ans à lycée.
pendant ma formation à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, on a la possibilité de... Il y a les partenariats avec l'ENSAE Paris-Tech, ici en France, et l'ENSAI. Donc, quand tu es parmi les meilleurs, tu vas dans ces deux écoles-là. Et moi, j'ai été admise à l'ENSAI. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à être ingénieur data scientist en 2019 de l'ENSAI. D'accord, voilà. Super. C'est ça. Vraiment incroyable. Et justement, toi qui as fait l'ENSAI, il y a d'autres écoles, comme tu as dit, il y a l'ENSAE, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés peut-être par le monde de la data, c'est quoi les études à privilégier? Est-ce qu'il faut forcément faire une école d'ingénieur ou comment ça se passe si tu veux être data scientist, les études? Étant donné qu'il y a principalement, je suppose qu'il y a plus des personnes qui ont le même parcours que moi sur ta chaîne, moi, la recommandation, la voie royale, puis moi, je vous conseille souvent quand on est jeune de privilégier toujours les voies qui vous donnent l'accès facile aux entreprises et reconnus. Donc la voie royale, si vous êtes au Cameroun, au Sénégal, à Abidjan, il y a l'ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, il y a l'ENSAE de Dakar et il y a NSAE d'Abidjan. Il y a aussi l'ENIAM au Bénin. On fait ces écoles de statistique et après vous intégrez en France ici l'ENSAI, l'ENSAE Paris-Tech, il y a l'ISUP, c'est une école de statistique aussi, il y a l'ISFA, donc ce sont les plus grosses écoles en France. Aux États-Unis, c'est d'autres choses. Donc, privilégiez ce parcours-là, si vous avez la possibilité. Sinon, vous pouvez faire des licences en mathématiques appliquées, ensuite intégrer les écoles d'ingénieurs en data science, il y en a pas mal, ou bien faire des masters spécialisés en data science. D'accord, donc peut-être être un profil ingénieur généraliste de base et faire un master spécialisé en data science à l'ENSAE, l'ENSAI ou même dans les écoles qui font des écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs généralistes ont des parcours spécialisés. C'est vrai que les écoles comme Centrale, je pense qu'elles proposent déjà même des masters spécialisés en data, peut-être même Polytechnique. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de masters comme ça pour aussi faire, qui sont très reconnus sur le marché du travail. Et de parcours universitaire, c'est plus compliqué ou c'est comment? Quand je dis parcours universitaire, je dis ici en France, si on a fait l'université en France. Si on a fait l'université en France, il y a la filière Master Statistique, MIAH, Master Informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. C'est une filière que vous pouvez faire, tout ce qui va être lié à l'économie. Ensuite, vous faites de l'économétrie, vous faites des masters en data science. Donc, c'est possible aussi, mais tout dépend aussi du niveau. En général, bon, c'est possible, je ne veux pas dire tout dépend du niveau, mais même avec l'université, c'est possible. Mais la voie la plus facile, c'est faire l'école d'ingénieur. D'accord, c'est la voie royale, quoi. On va dire c'est ça. D'accord. Ok Natacha, très intéressant ce que tu nous dis là. On parle de données là-dedans, mais pour toi c'est quoi la donnée réellement? Et c'est comme les différents métiers de la data en général? En fait, la donnée c'est tout simplement une information. Je prends juste des exemples. Ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils sont sur YouTube. Une donnée, ça peut être quoi? Ça peut être la durée de visionnage de la vidéo. J'espère qu'ils vont regarder jusqu'à la fin. Mais ça, c'est une donnée. Une donnée, c'est mon nom, Natacha. C'est une donnée qu'on peut stocker dans un système d'information. La donnée, ça peut être quoi? Ça peut être l'âge. C'est une donnée. Donc, donnée, c'est toute information qui peut être utile sur un objet. Ça peut être des individus, ça peut être des objets, cette bouteille d'eau. Il y a caractéristiques, c'est la donnée. Donc, la donnée, c'est toute information exploitable, en fait. Et maintenant que j'ai dit ça, j'ai dit moi, je suis data scientist. Ça veut dire que moi, mon rôle, c'est de rendre la donnée utile. D'accord. C'est ça mon rôle. Exploitable. Et dans le métier du monde de la data, il y a plusieurs. Dans le monde, il y a plusieurs métiers. Et les métiers dépendent vraiment du statut. Je vais commencer par le métier qui est à la base de tout, qui est data engineering. Pourquoi c'est important? C'est quoi un data engineer? En général, ou une data engineer. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'une entreprise se crée, elle a besoin de stock. Parce que si vous jouez à la PS, il faut que Sony, en fait, quand vous jouez, stocke les données quelque part. Et pour stocker ces données-là, il faut des bonnes infrastructures, il faut des pipelines pour pouvoir conduire ces données et les rendre utilisables par d'autres personnes. Et à ce niveau de la récolte de données, même quand vous êtes à la banque, vous voulez prendre un crédit, il y a le conseiller clientèle qui va prendre vos informations. Il faut qu'on ait des bons systèmes qui récupèrent et qui transforment ces données-là. Et ça, c'est le rôle des data engineers, de faire ce qu'on appelle des pipelines de transformation des données. Il y a des trucs techniques, ETL, ELT, bref, ça c'est la technique. Mais le rôle des data engineers, c'est ça, rendre la donnée exploitable. Ça, c'est sa mission. Et en général, ce sont des personnes qui ont des profils plus informatiques, doivent connaître tout ce qui va être Python, SQL, Spark, et aussi Airflow. Donc tout ce qui va être data modeling, mettre en place des bonnes pipelines de données, ça c'est la mission des data engineers. Une fois que la donnée est bien mise en place, c'est au bon format, c'est de qualité. Il y a un deuxième métier qui est très intéressant pour les entreprises, c'est data analyst. En fait, les data analysts, c'est quoi leur rôle? Ce sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des business. Je prends un exemple simple, on est dans une équipe marketing, on a besoin de comprendre un peu notre activité, c'est quoi le chiffre d'affaires de ce mois,
quelles sont les caractéristiques de nos clients, c'est quoi la répartition, dans quelle ville ils sont. Donc les data analysts vont donner des insights comme ça au business, faire ce qu'on appelle des tableaux de bord. Là vraiment je simplifie beaucoup parce qu'en fonction de l'entreprise ça peut changer. Mais la vision classique qu'on a du métier de data analyst, c'est ça, c'est mettre en place des dashboards qui vont aider à piloter le business. Et à ce niveau, pour être data analyst, on a souvent besoin de personnes qui connaissent les statistiques parce que pour mettre en place les dashboards, on calcule les moyennes, les médianes, les écarts, des trucs comme ça. Connaître des outils comme Tableau, Power BI, ça peut aider. Et en fonction du secteur, SQL ou encore Python en fonction du domaine. Ça, c'est le deuxième métier qui est souvent plus ou moins très lié au business. C'est ça. Ils doivent être ils doivent avoir une bonne connaissance métier. C'est ça, c'est ça. Très lié au business. Ils aident en fait le business à bien être piloté. Data engineer, c'est la partie je rends la donnée exploitable. Data analyst, je rends la donnée utile en utilisant justement ces tableaux de bord dont je parle. Et en dehors du data analyst, il y a aussi data scientist. Souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre les deux parce que quand je vais te dire data scientist, moi la définition que j'utilise, c'est celle de Casey Kosikov, qui était Chief Decision Scientist chez Google. Et pour elle, en fait, les data scientists, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre la donnée utile. Et quand ils rendent la donnée utile, ils ou elles utilisent les statistiques, les mathématiques, ce qu'on appelle le machine learning, la programmation, tout ce qui est Python, R, SQL, et aussi la capacité à communiquer. Parce que lorsque je mets en place mes analyses, je dois communiquer avec des personnes non techniques qui ne comprennent pas forcément ce que je fais. Donc c'est ça en fait les data scientists. La différence entre data scientist et data analyst, c'est que le data analyst, lui, va dire écoutez, ce mois-ci, ce chiffre d'affaires qu'on a généré, il va faire des analyses qu'on appelle descriptives. Le data scientist va beaucoup plus loin. Il ou elle font souvent ce qu'on appelle des analyses prédictives. Un exemple classique, si on travaille en télécom, ouais. Orange, MTN, Bouygues et autres, on a souvent besoin de savoir quels sont les clients, ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le départ à la concurrence. Quels sont les clients qui vont aller chez les concurrents? Ou bien encore, les scores d'appétence. Quels sont les clients qui vont acheter tel produit? Donc les data scientists vont mettre en place des modèles mathématiques en fonction des caractéristiques. Ralph, il a tel âge, il vit dans telle localisation, alors il a telle probabilité de souscrire à cette offre. Et avec cette information, on peut te proposer des offres personnalisées. Ceux qui nous suivent sur YouTube aujourd'hui, en fait, quand tu écoutes une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'algo YouTube. Derrière l'algo, ce sont des algorithmes de machine learning. En fonction des préférences, te recommandent. Ah, c'est ça le système de recommandation de vidéo. C'est ça que tu vois quand tu regardes un certain type un sujet plusieurs fois. Au moment donné, on ne fait que te proposer les vidéos qui vont dans ce sens-là. Donc c'est des algorithmes de machine learning. Oui, derrière il y a des algorithmes qui marchent, des systèmes de recommandation qui se basent également sur les outils des data scientists pour faire ça. Un autre exemple, si vous allez sur un Amazon, vous commandez un produit, à côté on vous recommande d'autres produits. Bref, c'est ce type d'analyse en fait, des modèles prédictifs. On parle beaucoup d'IA générative maintenant. Ouais. ChatGPT, générer du texte, en fait. Derrière, il y a ce qu'on appelle les transformers. Les transformers, en fait, c'est un type de modèle de deep learning. Tout ça, en fait, ce sont des outils que les data scientists manipulent pour pouvoir aider les business à prendre les décisions en rendant justement cette fameuse donnée utile. Et j'ai oublié un dernier métier, parce que lorsque on met en place le modèle dont je parle de machine learning, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la mise en production. Ça veut dire quoi mettre en production? Ça veut dire rendre accessible à d'autres applications, d'autres utilisateurs. On peut le faire via les API. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi une API, par exemple, vous avez tous Google Maps sur votre téléphone. Si je veux construire par exemple une autre application qui permet de livrer des colis, je peux encore redévelopper la fonctionnalité qui permet de me donner la distance entre deux villes. Je vais prendre l'API de Google Maps. Je vais faire un appel API qui va passer par un middleware. C'est ça. Et du coup, quand je fais mes modèles de machine learning, c'est pareil, je vais mettre en place aussi l'API pour des personnes communiquer. Ça, c'est le rôle de machine learning ingénieur. Donc, ils ou elles ont souvent cette mission de rendre le modèle accessible, de mettre en place des API ou autres pour déployer le modèle en production. C'est ça les différents métiers. Il y a data architecte, il y a plusieurs autres, mais voilà les trois principaux qu'on met souvent en avant. Et justement, tu parles de toi, tu es data scientist précisément, c'est de ça que tu as fait ta formation. Il y a eu un boom sur le métier de data scientist. Je pense que le boom c'était vraiment en 2020. Mais on a l'impression depuis ces derniers temps que il y a plus le métier de data engineer qui est repassé devant. Ça, comment tu l'expliques? Il y a effectivement eu ce boom de data scientist parce que on disait c'est le métier le plus sexy du 21e siècle. Vous pouvez faire des modèles de machine learning et générer du chiffre d'affaires pour votre business.
tout le monde s'est mis dans data engineering, dans la data science. Mais une fois qu'on se met dans la data science, on se rend compte qu'en fait, que si on n'a pas la donnée, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit au début que le data engineering, c'est vraiment le début. Parce que pour faire la data science, il faut que j'ai des données qui ont été bien structurées. Hiérarchisées dans les bonnes infrastructures, data warehouse, data lake et autres. Ouais. C'est ça. Et une fois que les entreprises ont compris ça, donc tout le monde met l'accent sur le data engineering. Parce que si tu n'as pas les bonnes infrastructures, les autres, moi, attaché à data scientist, je ne sais pas grand-chose, tu vois. Donc c'est parce qu'on a compris ça qu'aujourd'hui, on investit davantage sur ce type de profil. Mais ok, ça c'est la situation aujourd'hui. Mais est-ce que tu juges que encore en 2024 aujourd'hui, il y a de la place pour les nouveaux qui veulent être data scientist? Moi, je pense qu'il y a toujours de la place. Il y a eu la place en 2010, en 2020, en 2024. Quand on se casse, il y a la place. Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a de la place? Parce que on a besoin des data engineers qui mettent des bonnes infrastructures, qui rendent les données accessibles. Mais une fois que les données sont accessibles, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les exploiter. Il faut les exploiter, il faut avoir des bonnes connaissances pour pouvoir ressortir l'information. Parce qu'au final, pour prendre la décision, c'est à partir de la donnée. Il faut qu'on mette juste en place des infrastructures sans l'utiliser, tu vois. Donc pour moi, il y a toujours ce besoin, il y a même énormément encore le besoin. Mais c'est juste de plus en plus, les entreprises sont peut-être plus exigeantes. Parce qu'il ne faut pas juste venir... moi, je vois beaucoup de formations, tout le monde fait des formations de data scientist. Des bootcamps. Il y a des bootcamps. Et à la fin, quand tu poses la question, la personne te dit j'ai fait import Panda, ASPD. En fait, c'est juste j'ai pris des codes. Mais c'est qui maîtrise les bibliothèques Panda, c'est ça. Mais alors que la data science, c'est pas seulement l'outil en fait. L'outil, c'est un outil en fait. Ça me permet d'être efficace. Mais avant de maîtriser l'outil, il faut que je comprenne les problématiques du business. En fait, moi, je crois beaucoup à la combinaison entre data science et métier. Parce que finalement, pour pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée, c'est parce que les modèles de machine learning que j'ai développés répondent à un problème bien spécifique et les deux équipes communiquent. Donc pour moi, il y a toujours la valeur, mais sauf qu'aujourd'hui, ne restez pas juste dans vos notebooks. Il faut aller un peu plus en profondeur, comprendre réellement ce dont les entreprises ont besoin en fait. Et justement, clairement, un des points centraux que je partage sur mes réseaux, c'est de dire, moi, data scientist qui travaille en finance, ce ne sera pas le même métier lorsque je vais travailler en marketing. Certes, les outils sont les mêmes, on est d'accord, mais sauf que il faut comprendre le marketing. Si je veux me mettre dans le marketing, il faut que j'apprenne encore le métier. C'est quoi faire le data science dans le marketing? J'ai fait le churn, mais qu'est-ce qui explique le churn? Quelles sont les spécificités? Tu vois, il faut aller dans ce niveau de détails-là. C'est quoi, toi, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait bien préparer ses entretiens pour décrocher un poste de data scientist? Pour préparer ces entretiens data scientist, déjà le premier conseil que je vais donner, ça sera paraître basique, mais c'est de maîtriser son CV. Parce qu'il y a beaucoup de débutants et débutantes qui font des CV, ils vont mettre tout, j'ai fait du Hadoop, j'ai fait du Spark, j'ai fait de AWS, j'ai fait du Deep Learning, ils ont tout fait en fait. Mais quand tu passes en entretien, tu poses la question, la personne va te dire ah non, je n'étais pas vraiment sur le projet. Tu vois. Donc, ok, finalement tu as tout fait. C'était pas ma partie. Voilà. C'est pas ma partie. Non. Quand il y a ça, c'est un blocage. Donc, à chaque fois que vous mettez un point sur un CV, rassurez-vous que vous êtes capable de l'expliquer. Assurez-vous que vous êtes capable de vulgariser, parler comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. Ça, c'est le premier conseil. Donc, maîtriser tout son CV. Donc, si j'ai mis, même peu importe ce que je mets sur mon CV, moi, il faut que je sois capable de défendre cette connaissance. Premier point. Au-delà de ça, ça, c'est la partie entretien. Moi, je pense que réussir un entretien, ça se prépare avant l'entretien. C'est pas le jour de l'entretien. C'est pas le jour même que... Moi, aujourd'hui, je recommande beaucoup de personnes de passer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que le CV, il y a un auteur, Seth Godin, il écrit le livre Leadership. Il dit justement comment être indispensable au travail. Et dans ce livre, il dit en fait que le CV, c'est juste une raison que vous donnez au recruteur de ne pas vous recruter. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il fait le recruteur? Il va regarder la ligne. Tac, tac. Est-ce qu'il a fait ça? Si ce n'est pas le cas, il met à la poubelle. Si tu coches, en fait, c'est comme si on voulait cocher des cases. Ouais. C'est ça en fait. C'est pour ça que je dis ce sont des raisons qu'on veut donner au recruteur de ne pas. Ah ouais. Si voit, je n'ai pas vu la case où tu as fait ça. C'est bon, voilà. Et pourtant, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous partagez votre savoir. La relation change en fait. Tu vois, lorsqu'on vient vous contacter, on vient te contacter, on sait déjà qui tu es. On n'a même plus besoin de regarder ton CV. On regarde toi, ta personnalité, qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise. Donc, au lieu de chercher à écrire le plus beau CV du monde, pensez à travailler votre marque personnelle. Et c'est avec ça. Le personal branding. Ouais, c'est ça. Et c'est avec ça en fait que vous pouvez vous démarquer dans ce monde qui évolue très vite. Donc, moi, c'est ma recommandation.
un, déjà maîtriser votre CV, maîtriser toutes les lignes. Deux, travailler sur votre marque personnelle. Il faut que lorsque vous arrivez en entreprise, le recruteur dise je veux travailler avec Natacha, je veux travailler avec Raph. C'est vous qu'on veut. C'est pas je ne sais pas que je recherche un data scientist, je recherche une Natacha. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des choses que vous avez produit qui intéressent l'entreprise en fait. Ça, c'est aussi de marquer de cette façon-là. Et au-delà de ça, faire des projets. Faire des projets pour alimenter un peu le CV. Beaucoup de débutants qui n'arrivent pas à trouver le travail, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'expérience. Donc le fait de faire des projets personnels, enfin, on se trouve vous accumuler une expérience que vous pouvez revendre en fait à l'entreprise. Mais justement, les gens disent aujourd'hui que tout le monde a fait les mêmes projets. Enfin, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Les gens veulent faire des projets différents. Avant, il y a eu plus. Aujourd'hui, je pense que même si tu fais le même projet qu'une personne, vous n'approchez pas le projet de la même manière, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même méthodologie. Parce que si je dis aujourd'hui ne faites pas le même projet que tout le monde, c'est difficile en fait de faire un projet qui n'a pas encore été fait. Surtout quand je ne maîtrise même pas les bases. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, je cherche une base de données pour faire mon projet, mais je dis va sur Kaggle, il y a des bases, mais la personne veut toujours des bases originales. Moi aujourd'hui en tout cas, même si c'est un projet qui a déjà été fait, c'est plus, il y a une touche personnelle que tu apportes, la façon dont tu expliques le projet. C'est en sorte que ce n'est pas le même projet. Si parmi j'ai fait un projet, tu fais le même. Quand on va pitcher le projet, ce ne sera pas le même en fait. Tu vois. On va pas sentir la même chose. On ne va pas produire le même résultat. C'est pas juste je copie, je colle, j'apporte une certaine valeur ajoutée à ce projet-là. Donc, je ne veux pas continuer de ne pas faire le même projet que tout le monde parce que pour moi, toutes mes idées, il y a bien au moins une personne dans ce monde qui a fait la même chose. Donc, à chaque fois, demandez-vous qu'est-ce que j'apporte de plus. Et aussi, par rapport justement encore à la préparation des entretiens, il y a beaucoup de personnes. Tu parlais de partir sur les réseaux sociaux, montrer ce qu'on fait. Ça me rappelle qu'il y avait une vidéo qu'on avait tournée sur cette chaîne où il y avait deux RH qui étaient passés, qui avaient donné plusieurs conseils, notamment le même conseil que tu as, se démarquer sur LinkedIn, ça compte. Mais j'avais eu plein de retours de nos auditeurs qui nous disaient moi je suis pas à l'aise forcément sur LinkedIn pour poster, j'ai peur. C'est quoi qui qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? Comment toi tu t'es débloqué ici? Déjà le premier point c'est que tout le monde a peur. Moi aussi j'ai commencé en 2021, fin 2021, j'avais peur, j'étais terrifiée énormément. J'avais peur de quoi? Parce que la première question il faut que la personne se pose, pourquoi est-ce que j'ai peur? Premier point, c'est peut-être je ne suis pas assez compétente, peut-être les gens vont trouver que je suis nulle. Ça, c'est la première peur. On ne se sent pas légitime à faire le sujet. Deuxième peur, c'est que les autres vont me critiquer, j'aurai des haters. Face à la première peur, aujourd'hui, ce n'est même pour moi, en fait, quel que soit le niveau que j'ai, j'estime que ce que je vais dire va aider au moins une personne. Et c'est à cette personne-là que je parle. Par exemple, si je suis débutant dans un domaine, je vais dire je suis débutant dans le... Je vais dire en fait que j'apprends, voici ce que j'ai appris aujourd'hui. Tu vois, le fait de dire juste que voici ce que j'ai appris, c'est comme si j'aidais une personne qui est un step en dessous de moi, entre guillemets, en dessous en termes d'apprentissage, tu vois. Accepter le fait d'être débutant et partager son aventure de débutant, tu vois. C'est parce que tout de suite, on a envie d'être Yann Lecoeur, on a envie d'être au top. Et pourtant, l'expertise, ça se travaille avec le temps, avec l'expérience. Plus tu vas le faire, plus tu auras l'expérience qu'il faut, plus tu auras la confiance, plus tu vas apprendre en fait. Donc déjà, lever le biais de l'expertise, personne n'est expert. Même les personnes expertes sont juste des personnes qui partagent tous les jours. Il y a une phrase que j'ai lue dans le livre de... Comment il s'appelle déjà? Bon, Show Your Work. C'est un livre que je vous recommande si vous avez encore peur de l'expertise. Qui disait en fait que les experts, c'est juste des personnes qui donnent leur avis. Un expert, c'est une personne normale qui a donné son avis. Donc, le jour où tu oses donner ton avis sur un sujet, les gens te trouvent expert. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, parce que tu deviens une référence. En fait, on se dit, est-ce que Natacha a déjà parlé de ça? Ouais. J'ai envie d'avoir son avis par rapport à ça, vu que je suis déjà habitué même. C'est ça, tu crées certains rythmes qui font en sorte que ce sont les personnes qui te considèrent comme expert. Toi, tu es encore en phase où tu apprends, tu partages. C'est plus learning by doing. Moi, je pense plus à... On parle beaucoup de lui, c'est learning by doing, c'est pas ça. Il y a un concept sur les réseaux sociaux où on dit de build in public. C'est plus adopter ce mindset de grandir avec son audience, de grandir avec les autres. C'est quand même un peu différent du fake it until you make it. Ça, c'est une autre époque. Ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est build in public. J'accepte que je suis débutante. Vraiment, il faut être à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec le fait de ne pas connaître. C'est comme les enfants qui marchent, tu vois, ils testent des choses. Et par rapport à ça, le fait d'accepter de ne pas connaître, c'est... Moi, une philosophie de vie que j'ai adoptée aujourd'hui, c'est échouer le plus rapidement possible. Donc quand je fais quelque chose, je m'en fous. C'est pas que je ne vais pas réussir, c'est juste que j'accepte le risque d'échouer. Je ne sais pas faire de vidéos.
Je n'ai jamais fait de vidéo. Alors je vais tester, peut-être ça va marcher. Je n'ai jamais fait un modèle machine learning. Je vais tester et on verra, tu vois. Plus je vais tester, plus je vais comprendre les codes, plus je vais m'améliorer, plus je progresse. Donc, accepter d'échouer. C'est comme ça, la première peur de je ne suis pas experte va disparaître. Maintenant, la deuxième peur sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi, peut-être mes managers, mes collègues vont se moquer de moi. Moi, pour enlever cette peur, j'ai compris une chose essentielle, et ça c'est tellement vrai. Une personne qui est heureuse dans sa vie, une personne qui est en joie, qui se lève chaque matin, qui me dit « Amen, je vais passer une très bonne journée, je vais impacter ce monde », n'a pas le temps de venir sur ton compte, n'a pas le temps de venir sur cette vidéo pour dire « c'est de la merde », pour insulter, tu vois. Elle n'a pas ce temps-là. Une personne qui a une belle vie n'a pas ce temps. Mais par contre, une personne qui, par exemple, ne se sent pas bien, qui a des problèmes dans sa vie, va peut-être venir commenter négativement ta vidéo. Et dans ce cas, tu dois avoir de la compassion pour cette personne-là. Tu dois prier, si tu es chrétien, prier pour cette personne-là pour qu'elle aille bien dans sa vie, pour ne plus avoir ce type de comportement, tu vois. Donc c'est la vision en fait. Dans les deux visions, je n'ai pas peur d'échouer, j'accepte d'être débutant. Et de l'autre côté, j'ai de la compassion pour toutes les personnes qui n'arrivent pas encore à s'épanouir dans leur vie. Parce que moi, c'est comme ça que je vois ça. Ah, c'est très intéressant, c'est une belle façon de voir les choses, de se dire, de toute façon, c'est comme un ami m'avait dit un jour, tu sais, Ralph, dans la vie, tu as déjà le non, alors va chercher le oui. Ouais. C'est vraiment ça, je n'ai rien à perdre. Et depuis, c'est ouf, hein, j'expérimente ça, je suis au resto, je n'ai plus de pain. Est-ce qu'il est possible d'avoir encore le pain? Ouais, est-ce que je n'ai plus de frites? Est-ce qu'il est possible d'avoir c'est clairement ça. De base, par défaut, c'est non. Maintenant, c'est à toi de chercher le oui. En acceptant que, en cherchant ce oui-là, tu auras 50 non. Ouais. Déjà, il faut que tu acceptes ça. Que, en cherchant le oui que je veux, tu vois 100 000 non, on s'en fout. Mais le plus important, c'est le oui final que je vise en fait. Ok Natacha, j'aurais quelques questions de fin à te poser. Très rapidement, pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu plus. Déjà, si tu n'avais pas été dans la data, si tu n'étais pas data scientist, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Je serais certainement ingénieur en informatique. Je ne sais pas dans quel domaine. Ah, tu aurais tombé ingénieur forcément. Ah, les ingénieurs. C'est ce que je rêvais de faire à la base. Je t'ai dit, j'ai fait Polytech, je n'ai pas eu. Donc, forcément, j'allais toujours être dans l'ingénierie. Je suis allé chez eux, c'était ingénieur de l'eau. Non. Ingénieur environnement. Ça va pas forcément intéresser. Non, mais informatique, tu aurais toujours été dans l'informatique. J'aurais été dans l'informatique de toute façon, parce que c'est la voie que je visais après le bac. D'accord. En fait. Ok. Autre question. Pourquoi tu aimes tant partager sur les réseaux sociaux? Pourquoi j'aime tant partager sur les réseaux sociaux? Bonne question. Bon, je vais vous raconter l'histoire de mon partage sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai commencé déjà à partager? À la base, c'est parce que quand j'ai commencé à travailler, moi j'étais très timide. Donc je n'osais pas forcément discuter avec des personnes plus expérimentées que moi. Je me sentais pas compétente. J'avais besoin j'avais besoin d'apprendre à communiquer. Donc ça c'était la première raison. Et deuxième raison, c'est que quand tu commences à travailler, tu n'utilises pas tout ce que tu as appris à l'école. Et pour moi, je pense que l'école commence même quand tu finis de fréquenter. Et pour pouvoir être toujours actif, pour comprendre ce qui se passe dans le monde de la data, je pense que la meilleure moyen c'était de partager. Le meilleur moyen c'était de partager. Donc je me suis mis sur les réseaux sociaux. Et quand je commençais à le faire de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus juste une question de partage, c'est même une mission de vie que je me suis donnée. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, on va peut-être en parler, je suis une femme, je suis noire. Et dans notre communauté, Ralph, quand tu passes sur internet, tu vois je suis Zoukmia. Moi je trouve que c'est une aberration. Je te jure. On n'a pas d'autres références, on n'a pas d'autres. Tu me rappelles Simokai, c'était le pourquoi il avait lancé sa chaîne aussi. C'était dans le business. Les noirs étaient plus dans le divertissement, les choses comme ça. C'est ça. Tu vois, le buzz. Je vois les petites filles, je regarde, je fais. Il n'y a pas d'autre modèle en fait. Et moi aujourd'hui, c'est mon rôle en fait, en tant que je suis data scientist, montrer aux autres une voie qui est différente de celle que les vendeuses de rêves des réseaux sociaux montrent. En fait, montrer notre voie. Et de plus en plus, je vois beaucoup de personnes qui me suivent justement pour cela. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, je suis une femme, je suis noire. Et dans ma communauté, bizarrement, 80% des personnes qui me suivent, ce sont des hommes. Et 20%, même pas de 20%, ce sont des femmes. Mais il faut augmenter, le pourcentage. Ce pourcentage-là. Et dernière raison aussi, c'est toujours en lien avec le fait. J'ai regardé le film Wakanda avec ma petite soeur, c'est Black Panther, le 2. Et dans le film, Turi, dans la deuxième partie en fait, qui était était un peu trop tech, c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup Turi. Et dans la saison 2, la fille qu'on recherchait, qui avait le secret de Ironheart. Ouais, c'était une femme noire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que ce n'est que dans ce type de film que les femmes noires sont fortes en technologie? Il faut que dans la vraie vie, ce soit le cas. Ouais. Et au travers de ma chaîne YouTube, c'est ça en fait que je veux. Je veux montrer en fait que les noirs, c'est pas juste des divertissements.
On a aussi notre mot à dire dans tout ce qui va être technologie, IA générative, tout ce qui va être machine learning. C'est pour ça que j'aime partager au quotidien. Ok, pour toi, est-ce que ça a été dur pour toi de quitter le Cameroun? Dur. Est-ce que tu avais peur? Toi, j'avais pas forcément peur. Pourquoi? Parce que c'était un projet que j'ai mûri. Dès que j'ai intégré l'ICA, c'était clair pour moi qu'il fallait que j'aille à l'ENSAI. Donc pendant 4 ans, je travaillais dur pour pouvoir arriver à l'ENSAI. Donc en soi, c'était un objectif. Tu vois, quand tu as un objectif, tu l'atteins. Il n'y avait pas forcément d'appréhension par rapport à cela. Ok, et dernière petite question, ça fait quoi d'être une femme noire dans la data en 2024? Jusqu'ici, j'ai pas eu forcément d'impression que j'avais, du moins dans mon travail quotidien, j'ai pas encore eu ce sentiment que le fait d'être femme pouvait être un frein ou un avantage, pas du tout. Mais tel que je vois, par exemple sur les réseaux sociaux, quand je partage, on est toujours surpris de voir que je suis une femme noire et je partage. Il y a toutes des remarques des personnes. Pourquoi tu n'es pas comme les autres femmes? Tu vois, c'est un peu... Ah bon? Tu as des remarques des fois? Il y a ce type de remarques là. Pourquoi tu n'es pas comme les autres femmes? Parce que peut-être les autres femmes. Bref, il y a encore cette éducation qu'on doit encore faire à certaines personnes, pas toutes. Parce que je sais que mon public sont des hommes, mais il y a quand même une minorité, pas tous, qui voient ça un peu d'un regard particulier. Mais un point quand même sur lequel je vais insister, ça c'est plus ce que j'ai vécu quand j'étais étudiante. Je ne sais pas si c'est le cas, mais quand j'étais étudiante, je me rappelle que mes camarades garçons, en général, quand tu étais une femme qui était ambitieuse, qui travaillait beaucoup, on te rappelait toujours que tu n'allais pas te marier. Ou bien, tu vois, c'était toujours mal fait. C'était des gens de la communauté ou pas? Communauté, oui, en Afrique, et puis en Afrique. Oui, en Afrique, oui. Et je profite de cette occasion pour... Et ça, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas une bonne mentalité, entre guillemets, parce qu'une femme peut faire tout, en fait. On peut progresser, on a le droit de rêver. Multitâche. On a le droit de rêver, on a le droit de progresser. C'est pas seulement fait pour être à la maison. Donc vraiment, nos frères et nos sœurs qui essayent un peu de se remettre à jour. La place de la femme n'est pas à la cuisine, voilà. N'est pas qu'à la cuisine. N'est pas la cuisine. N'est pas la cuisine tout court. Voilà. La femme peut faire la tête, la femme peut faire... Pas que c'est comme si c'était la femme, non, pas du tout. Non, parce qu'il y a d'autres qui modifient l'expression. Non, je n'ai pas à la cuisine, n'est pas qu'à la cuisine. Non, moi, c'est n'est pas du tout à la cuisine. N'est pas du tout à la cuisine, vous avez entendu. Méfiez-vous bien. C'est vrai qu'il faut de plus de temps, qu'il y a 20% de femmes sur ma communauté. Moi, j'aimerais bien que ce soit 5 ans ouais. À terme. Mais avec l'expérience, peut-être dans quelques années, on aura ça. Mais pour l'instant, il n'y en a pas assez. C'est pour ça que tu te bats. Exactement. Donc, s'il y a d'autres filles qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à partager, partager vos expériences, venez rejoindre Natacha dans son combat. Il faut partager l'information, sharing is caring. Oui, c'est ça, c'est ça. Et aussi, comme je dis, toujours le problème de représentation, plus on va avoir de femmes qui partagent, qui sont dans la data, peut-être qu'il y aura plus de femmes qui seront inspirées. Et puis ça va devenir normal et on va plus se dire, ah c'est pour les hommes. Voilà, c'est ça. Non, je pense que de plus en plus ça c'est mieux. Ok. Merci Natacha. Est-ce que tu aurais un dernier conseil peut-être à donner à ceux qui nous écoutent? Un dernier conseil à donner. Alors, il y a quand même un conseil que j'ai jamais donné aujourd'hui, c'est... J'ai fait des publications où je partageais mon expérience. En commentaire, j'ai eu des remarques du genre, Natacha, tout le monde n'est pas comme toi. En fait, j'ai un parcours particulier. Et que les personnes normales ne font pas ce que tu n'accomplisses pas ce que tu accomplis. Et à travers ça, je me suis dit, bon, je te donne un peu le contexte. En fait, je disais, par exemple, quand tu es freelance, en portage salarial, tu peux avoir 8 000 euros net par mois. Et j'ai eu un commentaire, non, je connais une personne qui gagne 2500 euros net avec 4 ans d'expérience. Tu vois, ça montre déjà que, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, je dis juste que mon conseil c'est, sachez que tout est possible. Donc, tout est possible. Quand vous avez des objectifs, faites ce que 99% des personnes ne font pas. Parce qu'on croit que certains résultats extraordinaires ne sont pas possibles parce qu'on ne passe pas l'action. On ne met pas en place les stratégies qu'il faut pour pouvoir atteindre nos résultats. Donc, moi, je pense que la majorité n'a pas toujours raison. Quand vous avez vos passions, vos convictions, travaillez tous les jours. Il faut travailler pour voilà. les accomplir. Faites ce que les autres qui ont atteint votre objectif ont réalisé. C'est ça en fait. Donc, n'écoutez pas toujours la masse. Donc, croyez en vous et faites le maximum pour progresser. Une belle leçon de vie. Et un dernier conseil, allez sur les réseaux sociaux. Tout ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. Partagez. Partagez. Enlevez la peur et rejoignez-nous, rejoignez Ralph parce que c'est comme ça en fait que vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Top. Merci beaucoup Natacha pour ta présence sur le plateau. Merci à toi pour l'invitation. On vous remercie à tous de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à partager autour de vous. Comme on a dit, partager, c'est capitaliser. Et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode.
Ciao. Bye.